Hey, salut toi! Tu te demandes ce que je fous ici, pas vrai? Bah c'est tout simplement parce que cette vidéo elle est sponsorisée. Eh ouais, c'est moi qui gère le compte en banque de tes youtubeurs préférés. Haha! Oli, c'est le nom que vous devez retenir aujourd'hui. Ce sont des boissons soft drinks à préparer soi-même à base de poudre. Pour faire simple, vous prenez votre shaker, vous le remplissez d'eau jusqu'à 500 ml, vous versez la poudre magique d'Oli, vous rajoutez des petits glaçons et vous secouez. Vous secouez très fort. Et c'est là que la magie opère, les amis. Parce que Oli, c'est une variété de goûts et de saveurs les plus fruitées les unes que les autres. Vous avez le choix entre les boissons énergisantes et les thés glacés. Mon goût préféré se nomme Strawberry Shark. Alors au départ, je vais pas vous mentir, j'étais surtout attiré par le requin, présent sur le packaging de cette poudre de perlimpinpin. Et j'adore les requins. Je trouve ça tellement sexy. Putain, mais vous êtes vraiment bizarre, vous, quand même, hein. Mais il y a aussi d'autres parfums comme abricot pêche ou encore citron framboise. C'est une explosion de saveurs en bouche qui est bon pour ton corps car 100% naturel et surtout faible en calories. Donc si tu veux ressentir des effets énergisants lorsque tu fais du sport et devenir aussi musclé que Michael Myers ou même augmenter tes réflexes lorsque tu joues aux jeux vidéo, bah ouais, regardez, grâce à Oli, j'arrive à jouer à 2 jeux en même temps. Je vous laisse deviner la partie de mon corps qui tient l'autre manette. Donc si vous voulez adopter Oli, tous les liens sont en description. Et rien que pour vous, il y a même des petits codes de réduction, que cela soit sur votre première commande, ou même si vous êtes déjà un habitué de la marque. Elle est pas belle la vie. Sur ce, je vais finir mon cocktail sur une plage à Miami. Je vais peut-être même rajouter de l'alcool dedans. Et merde, mais on vient de perdre le partenariat là. Bon, bah ouais, par quoi commencer? Quand on parle de phénomènes paranormaux, c'est vrai que ce qui ressort le plus dans le cinéma d'horreur, c'est plutôt l'univers de Conjuring. Ce sont des films qui ont cartonné, avec la présence de personnages profondément attachants. Sans oublier, bah ouais, les nombreux films rattachés à la mythologie, comme, je sais pas, La Nonne ou encore Annabelle. Ça a commencé petit à petit. Avec une main ou une jambe dans une position différente. Ensuite, on l'a retrouvé la tête vers le haut plutôt que vers le bas. Et puis un jour, on l'a carrément retrouvé dans une autre pièce. Et je suis pas en train de vous dire que ce sont les meilleurs. Je vous dis juste que c'est ceux qui ressortent le plus. Parce que c'est des films populaires, qui ont complètement explosé le box-office. Mais qui l'ont explosé plutôt massivement. Parce que ouais, ça atteint tous les publics. Même ceux qui aiment pas forcément les films d'horreur. Ouais, je sais, je vous ai pas encore dit bonjour, mais laissez-moi finir cette petite introduction. Ensuite, nous retrouvons les Paranormal Activity. Bon alors là, inutile de vous dire que cela a été un véritable raz-de-marée. En plus sur internet, c'était la mode des vidéos paranormales filmées avec un Blackberry. Ouais, c'était une sacrée époque, mais on a tendance à oublier une autre franchise. On a tendance à oublier Insidious. Parce que comme ça arrivait juste avant Conjuring, bah c'est vrai qu'on a la sensation que ça ressort un tout petit peu moins. Alors que pourtant, bah ouais, ce sont de très bons films, et pour moi, les deux premiers, ce sont de véritables chefs-d'œuvre. Il y a une mythologie complexe, il y a des démons qui se baladent le sexe à l'air, et ouais, c'est important de le dire. Donc à la fois, cette vidéo elle sert à mettre en avant l'ensemble de la subtilité de cet univers, et la manière dont les opus de la franchise, eh bien ils se connectent entre eux. Nous disposons pour le moment de 4 films, avant qu'un 5e ne s'y rajoute d'ici quelques jours. Si les deux premiers concernent la même famille, et sont connectés au nouvel opus qui arrive, formant donc une sainte trinité. Et bien Insidious 3 et 4 représentent des préquels, où nous allons suivre une médium se nommant Elise. Alors vous inquiétez pas, ça va être plutôt simple à comprendre, même si, ouais, on a la sensation que c'est déjà le bordel. Évidemment, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, bref, vous connaissez les fameux codes de YouTube. Et je crois bien que c'est maintenant que je dois vous dire bonjour. Hey, salut beau gosse, hey, salut belle gosse. Aujourd'hui, on s'occupe de l'ensemble de la saga Insidious. Je suis un brin excité quand même. Tout commence en 2010 d'une façon assez classique. Une famille, plutôt belle et sereine, portant comme nom les Lamberts, emménage dans une maison plutôt obscure et ténébreuse. La joie disparaît rapidement, puisque, vous vous en doutez, des fantômes vont progressivement les tourmenter. Ouais, on va se chier dessus les amis. Et c'est pas si grave que cela. Au contraire, le personnage de Renée, donc la maman, c'est celle qui va découvrir rapidement que des entités se dissimulent dans sa maison. Évidemment, Josh, son mari, son petit pamplemousse, il n'arrive pas du tout à la croire, mais il va tout faire pour la rassurer. Jusque là vous allez me dire, c'est plutôt classique, et vous aurez sans doute raison. Sauf que Insidious, c'est tellement, mais alors tellement plus.
Ouais, vous êtes vraiment pas prêts. Une simple chute qui change l'ensemble des événements du film. Non, pardon, c'est pas bien de se moquer. Alors que Dalton était dans le grenier, il tombe d'une certaine hauteur, provoquant alors sa plongée dans un coma plutôt énigmatique. Et pourquoi je dis énigmatique? Eh bien tout simplement parce que même les médecins les plus forts de l'Amérique entière, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi il est dans cet état-là. Qu'est-ce qui a déclenché le coma? Et pourquoi Dalton, il ne se réveille pas? Mais ouais, mon Dieu, mais par pitié, mais réveille-toi bonhomme. Il n'y a pas de traumatisme crânien ni d'infection, et les résultats du scanner sont normaux. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est la première fois que je vois un cas pareil. Mais ça doit quand même être possible de le réveiller. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette version française? Il doit y avoir un moyen, c'est... Ce qui rend la chose encore plus terrifiante. Non mais vous imaginez, vous allez voir des médecins pour qu'ils vous diagnostiquent, et ils vous répondent bah je sais pas. Ça fera 50 balles. Évidemment, si Dalton est tombé dans le coma, c'est parce qu'il a rencontré dans son grenier une entité paranormale, ou carrément un démon à l'apparence plutôt étrange. Peut-être bien que c'est lui par exemple. Ouais, je sais, il y a sans doute les 3/4 d'entre vous qui viennent de revivre un traumatisme d'enfance. Vraiment, je suis désolé. J'ai vraiment pas fait exprès pour le coup. Ouais, je suis un énorme bâtard. Une vraie salope. Bon alors, on continue? Le problème, c'est que depuis que Dalton est dans le coma, les entités semblent de plus en plus présentes dans la maison où les Lambert se vivent. Alors comme toute personne un tant soit peu normale, il décide tout simplement de déménager. Ouais, je crois bien que c'est le seul film d'horreur où les personnages décident vraiment de déménager. Sauf que cela ne résout pas du tout, mais alors pas du tout leur problème. René est toujours persuadé que les entités sont présentes, tandis que Josh, son petit copain, son petit cum, il est disons un tout petit peu plus dubitatif. Alors tu t'es dit... Je vais appeler un prêtre et il va régler ça. Je ne savais pas quoi faire, Josh. S'il te plaît, arrête. La famille des Lamberts décide alors de faire appel à une experte en paranormal. Un personnage se nommant Elise, que vous ne devez absolument pas oublier, parce que vous allez la retrouver dans l'ensemble des opus. C'est un peu la Sidney Prescott d'Insidious, ou encore la Laurie Strode, la Nancy Thompson, ou encore la Kirsty de Hellraiser, mais cette fois-ci dans Insidious. Bon ok, j'arrête avec mes références à la con. Et c'est grâce à cette experte en paranormal se prénommant Elise que nous comprenons l'ensemble de cette histoire, et l'ensemble de la subtilité de la franchise. Pourquoi cet univers, il semble plus riche que les autres. Elise, elle explique aux Lamberts que Dalton est un voyageur astral, ce qui signifie que quand il dort, il possède la capacité de voyager dans les différents plans de l'existence, notamment dans la dimension qu'on appelle le plus loin, l'autre monde. Votre fils n'est pas dans le coma. Sa chute de l'échelle n'a rien à voir avec tout ça. Son corps est ici. Mais son esprit se trouve ailleurs. Le fait que ces phénomènes vous aient suivi dans votre nouvelle maison prouve une chose. Ce n'est pas la maison qui est hantée. C'est votre fils. Je les appelle des voyageurs. Ce sont des personnes qui ont la capacité de quitter leur enveloppe corporelle et de voyager sous leur forme astrale en restant invisibles. Et Dalton est de toute évidence un voyageur extrêmement doué. On se retrouve alors avec plusieurs niveaux d'existence. Tout d'abord, le monde que nous connaissons, le quotidien, où vous avez votre travail, votre café le matin, et un petit croissant en beurre quand vous n'avez pas la flemme de sortir de votre lit après une nuit entière sur votre Xbox. Ensuite, nous retrouvons la dimension où les morts peuvent tourmenter les vivants, appelons cela celle des phénomènes paranormaux, pour ensuite retrouver le plus loin, la dimension où les individus possédant une sorte de pouvoir astral peuvent se déplacer. Mais attention, ils ne sont pas seuls, puisque c'est ici que des entités peuvent traverser pour atteindre notre monde. Et enfin, nous retrouvons le monde infernal, qui est symbolisé par une simple porte rouge. La porte rouge représente le royaume personnel d'une entité, son repère, l'antre de la bête. Et ouais, Insidious, c'est aussi un univers mythologique, avec plusieurs niveaux de lecture. Alors ça va, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Bon, on va revenir à notre histoire principale, et dire qu'on est encore qu'au premier film. Va y avoir tellement de choses à dire aujourd'hui. Dalton possède donc une capacité astrale, lui permettant de se déplacer dans les différents plans de l'existence, et notamment dans cet autre monde se nommant le plus loin. C'est pour cette raison qu'il est dans le coma, il est bloqué dans cet autre monde, et n'arrive pas à retrouver son petit corps, parce que pour revenir, il doit en quelque sorte s'auto-pénétrer. S'auto-pénétrer. Quoi, vous avez jamais essayé ?
Putain, mais vous êtes vraiment bizarre quand même, hein. Et désormais, il est piégé dans la dimension du plus loin, et toutes sortes d'entités tentent de prendre possession de son corps, pour, vous l'aurez compris, revenir dans notre monde réel, et en quelque sorte prendre sa place pour vivre à l'intérieur de son enveloppe corporelle. Donc si on réfléchit, ouais, Insidious, c'est l'histoire d'un corps se faisant pénétrer par un autre corps. Bon, ouais, il faut vraiment que j'arrête avec cette métaphore, surtout qu'on parle d'un gosse, bordel. Et c'est là où ça devient plus intéressant. Parce que Dalton, il n'est pas le seul à posséder cette capacité. Il l'a hérité de son petit paternel, Josh. Et ouais, son papa, il a déjà été confronté à des phénomènes paranormaux. Il a même déjà rencontré Elise auparavant. C'est dingue comment le monde, il est parfois si petit. Josh était déjà tourmenté plus jeune par des esprits, sauf qu'il l'avait totalement oublié, parce que Elise, elle avait fait en sorte qu'il oublie sa capacité de voyage astral, pour ne plus être dérangé par les entités. Et ouais, donc, dans Insidious, vous pouvez également faire supprimer vos mauvais souvenirs, comme dans Harry Potter par exemple, ou toutes ces franchises à la con. Et je respecte à mort Harry Potter, c'est juste que vous me ferez pas croire que Hagrid, c'est pas un immense pédophile. Non, je me justifierai pas sur cette phrase. Selon la légende, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre des secrets? Michael. Ouais, je suis vraiment désolé pour ça. Et comme Josh possède la même capacité que son fils, il décide de se rendre lui-même dans le plus loin pour venir en aide à Dalton. À la fois pour le retrouver, mais surtout pour le ramener, pour qu'il reprenne le contrôle de son corps. Sur le chemin, on découvre l'antagoniste principal du film, le démon à la tête rouge, qu'on va surnommer Dark Maul, ou plutôt Redface. Ouais, on va pas se mentir, Redface, avec le petit accent anglais, ouais, là il se passe quelque chose. À la fin du film, Josh réussit son objectif et son rôle de père. Il sauve son fils de cette terrible entité et de cette emprise de l'autre monde. Mais, et c'est important de le dire, le film, il se termine mal. Josh n'arrive plus à revenir. Il semble prisonnier de cet autre monde, et quelqu'un apparaît devant lui, une sorte de nouvelle entité, un nouveau démon prenant possession de son corps. Autrement dit, dans le monde réel, Josh, ce n'est plus Josh, mais bien une entité maléfique qui se dissimule dans son corps. Ce qui signifie que Elise, eh bah ouais, elle est pas mal dans la merde. Bordel! Mais ça fait froid dans le dos. Bon, au cas où vous vous demandiez, Elise, elle est bel et bien morte. Et cette famille, elle est encore loin d'être sauvée. Sachez une chose, j'ai vu ce film quand j'avais 12 ans, et ce fut l'un de mes plus grands traumatismes de jeunesse. Et ça sera encore plus terrifiant dans l'opus suivant. Insidious 2 commence avec un flashback nous illustrant le papa Josh lorsqu'il était enfant. C'est sa première véritable rencontre avec Elise, la médium qui, elle aussi, était beaucoup plus jeune pour le coup. Non, c'est plutôt logique jusqu'ici. Cela recontextualise le fait que Josh possède la même capacité que Dalton, le fait qu'il représente un passeur ou un voyageur astral. Appelez cela comme vous voulez. Lorsqu'il était enfant, il était donc déjà confronté aux entités démoniaques qui atteindront sa famille beaucoup plus tard. Dites-moi qui vous êtes. Est-ce que vous voulez... Nous revenons alors dans le présent, du moins dans le présent de l'époque, c'est-à-dire en 2010. Le film reprend immédiatement après la sordide fin du premier opus. Souvenez-vous, Josh, il a été possédé par une entité, ayant réussi à prendre le contrôle de son petit corps. Cette même entité qui a décidé de tuer Elise gratuitement. Alors tout le monde décide de donner à la police, sa version de l'histoire, et on va pas se mentir, c'est un peu embarrassant. Vous avez dit dans votre déclaration, Madame Lambert, que hier soir, aux environs de 22 heures, qu'Elise a plongé votre mari dans un état d'hypnose et que cela faisait partie d'une sorte de rituel. Un rituel qui lui permettrait, croyait-elle, de projeter son inconscient dans... Excusez-moi, je n'arrive pas à me relire. Dans un monde spirituel où il parviendrait à trouver où était votre fils et réussir à le ramener
à un état conscient. Non mais n'empêche, va expliquer aux flics que la médium que t'as appelée, elle s'est faite buter par un fantôme. Moi je te mets en garde à vue direct, hein. Les Lamberts décident de continuer de vivre normalement, après avoir été complètement bouleversés par l'ensemble de ces phénomènes paranormaux. Et gardez bien à l'esprit que Josh, là, le petit Josh qu'on voit, bah c'est pas Josh, c'est bien un esprit qui possède son corps. Est-ce que moi je suis moi? Est-ce que vous, vous êtes vous? Est-ce que Macron ne serait pas Hitler? Non mais la question se pose parfois. Les phénomènes paranormaux continuent malgré tout, et ils deviennent même de plus en plus violents. En gros, dans l'idée, les morts, ils tourmentent toujours autant les vivants. René décide alors de retrouver les deux agents, se nommant Spake et Tucker, qui accompagnent Elise dans ses aventures fantomatiques. J'ai oublié de vous parler d'eux, mais dans l'idée, ce sont des comic relief qui sont plutôt attachants. Chasseur ninja ours. C'est stupide tout ça. Y a pas à dire. C'est du 20 sur 20 en charisme, et tout ce beau monde, ils observent bien qu'il y a quelque chose d'un tantinet étrange chez Josh. Depuis, depuis qu'il est revenu de cet autre monde. Et en fait, Josh, il n'est jamais revenu. Il est toujours coincé dans le plus loin, et celui qui possède désormais son corps, il se prénomme Parker Crane, une mystérieuse femme vêtue d'une robe en noir du 18e siècle. Sauf que vous l'aurez compris, Parker Crane, c'est pas vraiment un prénom féminin. Et donc cette femme en robe noire, c'est pas vraiment une femme en robe noire, mais c'est plutôt un homme. Ouais. J'ai absolument rien compris. Parker Crane, il a reçu une éducation complètement difficile. C'est même pas difficile, c'est juste inimaginable. Il a été complètement traumatisé, et il a subi de multiples sévices de la part d'une mère qui ne voulait pas d'un garçon comme enfant. Elle l'a donc forcé à devenir une fille, tout en lui mettant de bonnes mandales au moment opportun. Ne t'avise plus de faire ça! Une éducation plutôt militaire. Non, mais ça se respecte, hein. Et c'est là que nous arrivons à la fin du film. Nous obtenons un presque remake de Shining, avec un Josh possédé qui tente de tuer sa femme et ses gosses, pendant qu'une course contre la montre s'enclenche dans la dimension du plus loin, pour retrouver le véritable Josh. C'est sans compter la venue d'Elise, qui est devenue une espèce d'ange depuis sa mort, et qui possède des pouvoirs plutôt, on peut le dire, complètement badass même. Et après une rude bataille, aussi bien dans le monde réel que dans celui qui ne l'est pas, eh bien Josh, il retrouve enfin le contrôle de son corps. Et c'est la fin du film. Sacrée aventure n'empêche. Et d'ailleurs, chose importante, mais Josh et Dalton, ils se font hypnotiser, et donc retirer leurs souvenirs pour qu'ils oublient ce qui s'est passé, et qu'ils oublient donc leur capacité astrale. Et c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre et à savoir pour le prochain opus, parce qu'on va retrouver ces mêmes personnages, sauf qu'ils ont complètement oublié l'existence de cet autre monde, et de ces phénomènes paranormaux. C'est complexe, je sais, c'est un peu le Matrix de l'horreur, on part à gauche, on part à droite, on fait des petits loopings, on termine l'arrêt à l'air. Ouais, la vraie vie quoi. Nous nous retrouvons alors avec les événements du troisième opus de la franchise. Insidious 3, tout comme le quatrième, incarne des préquels, des films se déroulant avant la venue des deux premiers chapitres, et les drames qu'ont connus la famille des Lamberts. On va pas se mentir, dans l'idée, ces deux opus, ils sont pas très importants pour la suite, c'est-à-dire pour Insidious 5. Mais on va quand même s'en occuper. Parce que le travail, c'est le travail. Nous découvrons alors l'héroïne principale de cet opus, qui se nomme Queen. Queen, elle va à la rencontre d'Elise, car elle n'arrive pas à faire le deuil de sa mère, qui est malheureusement décédée. Pendant une bonne partie du film, Elise, elle hésite à lui venir en aide, tout simplement parce que le monde paranormal l'a complètement épuisée, et qu'elle n'a plus du tout envie de vivre des choses difficiles. En gros, dit plus vulgairement, elle claque la porte au nez de Queen, mais elle le fait avec respect, classe et élégance. Ouais, tout le monde a besoin d'une Elise dans sa petite vie.
vous êtes amoureux, vous aimez les MILF. Le problème, c'est que des phénomènes paranormaux vont s'enclencher dans la vie de Quinn, qui semble tourmentée par une entité profondément terrifiante. Un vieil homme possédant, semble-t-il, des problèmes respiratoires, souhaitant prendre possession de Quinn, ce qui déclenche à mon sens l'une des scènes les plus terrifiantes et surtout les plus angoissantes de la franchise entière. Et pourquoi c'est stressant et que l'ensemble du film l'est? Eh bien tout simplement parce que dès le début du film, comment vous dire, bah je vous laisse voir. Pendant tout le film, Quinn, elle est dans un fauteuil roulant, où elle doit se déplacer avec ses deux jambes dans le plâtre, en souffrant le martyre. Et vraiment, rien que d'imaginer quelqu'un se forcer de marcher, alors que t'as les os qui sont complètement en vrac, brrr, ouais, je suis tout humide. Mais en dehors de Quinn, cela reste un film centré principalement sur le personnage d'Elise. Et c'est dans cet opus qu'on apprend comment elle a perdu son mari, suite au monde paranormal. Et que c'est pour ça qu'elle voulait faire une véritable pause. Nous apprenons aussi comment elle a rencontré Speck et Tucker, pour former une équipe spécialisée dans la recherche et la lutte contre le paranormal. Enfin bref, c'est vraiment chouette. Il y a des petites qualités qui ressortent de ce troisième opus, on va pas se mentir. Même si, d'accord, le côté préquel, c'est pas mal embêtant, parce que ça nique un peu l'immersion. Mais ce troisième opus, il développe pas mal la mythologie de la saga, avec quelques scènes qui sont profondément cauchemardesques autour du plus loin. Ouais, c'est simple, mais c'est profondément efficace. Ça prouve que Insidious, c'est Insidious, un univers propre et complètement à part dans l'ensemble du cinéma horrifique. À la fin du film, Quinn est libérée de l'emprise de cette entité démoniaque, et Elise, elle réussit à se débarrasser de l'ensemble des esprits, accompagnée d'une petite surprise, la maman de Quinn, qui est décédée, mais qui est dans le paradis avec les anges visiblement. Enfin bref, on va pas se mentir, tout se termine pour le mieux. La dernière scène nous tease la présence de Redface, ou le démon à la tête rouge, parce que mon accent anglais, il est profondément désastreux. Et cela nous mène aux événements d'Insidious 4, qui, tout comme le troisième opus, se déroule avant le premier et avant le deuxième opus. Mais cette fois-ci, nous allons plonger dans le mystérieux passé d'Elise, ce qui promet d'être plutôt excitant. Insidious 4 nous plonge tout d'abord dans l'enfance d'Elise, qui est clairement malmenée par un paternel un brin trop sévère. Et pourquoi son petit papa il est pas très gentil avec elle? Eh bien tout simplement parce qu'elle possède des pouvoirs dès son plus jeune âge. Elle est capable d'apercevoir les créatures qui se dissimulent dans l'ombre. C'est le garçon qui habitait là, il vivait ici il y a longtemps, et il adore s'amuser avec nos jouets. Je te jure. Mon ange, je te crois. Je t'assure. Tu sais, tu as reçu un don du ciel. Tu n'es pas comme les autres. Certains ont peur des gens qui ne sont pas comme les autres. Et ton père en fait partie, justement. Il ne comprend pas ton don. Ce sera notre secret à partir de maintenant, d'accord ? Sauf que malgré le don de sa fille, son père reste un énorme bâtard. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il l'enferme dans la cave. Chacun son truc, après moi je juge pas. Elise trouve alors réconfort auprès d'une entité de l'autre monde. Un démon se tenant derrière une porte rouge, vous l'aurez compris, l'emblème de la franchise d'Insidious. Cette entité la force à se mettre dans une sorte de transe, et décide de buter totalement gratuitement sa mère. Elise. Ouais, on va pas se mentir, c'est plutôt violent. Après ce terrible drame, les années passent, et Elise continue de vivre sous l'influence difficile de son paternel, jusqu'à lui prouver définitivement qu'elle possède bel et bien des capacités, tout en s'enfuyant de la maison, en courant,
en courant pas très vite mais le plus loin possible. Logique. Non, mais y a aucun souci. Mais j'avoue que je décroche un tout petit peu à partir de cet opus. Le fait qu'on sache que c'est un préquel, et qu'on sache pertinemment que Elise elle va survivre à la fin du film. Et encore une fois c'est personnel, mais moi ça me dérange de connaître la finalité d'un opus avant même de l'avoir vu. J'ai besoin d'avoir peur pour mes personnages, pour être impliqué, et avoir des gouttes de sueur qui tombent le long de ma colonne vertébrale, jusqu'à atteindre la pointe de mon gros cul. On se retrouve alors dans le présent, où Elise, elle est appelée par le propriétaire de la maison où elle vivait avec ses parents. Vous savez, celle où elle s'est échappée en courant, comme tonton Forrest Gump. Le propriétaire, il a l'air plutôt inquiet, et il évoque la présence de mystérieux phénomènes. Lorsqu'elle arrive sur place, accompagnée de son équipe de toujours, ouais, on peut clairement dire que ce sont les meilleurs personnages de la saga bordel de merde. Je suis prêt à parier que je sais qui vous êtes. Oh, ce sera pas nécessaire. Je me présente, Elise. Bonjour. Et voilà Specs et Tucker, mes associés. Elle est médium, on est XXL. Ouais, y a pas à dire, c'est extraordinaire. Tout comme vous. Allez hop, ça, on a fait le faillot, c'est fait. Elle découvre des membres de sa propre famille, qui sont également venus, notamment des nièces, qui possèdent des pouvoirs à peu près similaires à elle. Elles ont tout un attrait pour le paranormal, et on va pas se mentir, c'est plutôt cool. On dirait un gang de sorcières blanches, ou je ne sais quelle autre connerie à la con. Et l'entité principale du film, c'est un démon portant au bout de ses doigts des petites clés. Et c'est ici que se greffe le concept le plus cool du film. Non, vous êtes vraiment pas prêts. Cette entité enfonce une clé quelque part dans le corps de sa victime, pour, vous l'aurez compris, faire disparaître ses cris. Ce qui est profondément terrifiant je trouve. Autrement dit, vous êtes en train de vous faire capturer. Et la seule chose que vous pouvez, théoriquement faire, si la personne a plus de force que vous, eh bien c'est de hurler à plein poumon. Sauf que, non, ce bâtard de démon, il décide que non, tu peux pas. Il apprécie vous buter en ASMR. Non, je me moquais pas de la ASMR. Je suis vraiment désolé pour ça. Pendant qu'elle se balade tranquillement dans l'autre monde, Elise ouvre une porte rouge plutôt mystérieuse. Et elle tombe nez à nez avec Dalton, au moment où il s'apprête à tomber de l'échelle. Et donc, où il s'apprête à tomber dans le coma. Vous l'aurez compris, dans le premier opus. Et vous savez quoi? Cette scène, c'est sans doute la plus importante. Et je rigole même pas avec vous. Puisque oui, on comprend que le démon rouge, qui va donc tourmenter la famille des Lamberts, eh bien il est à l'origine accroché au personnage d'Elise, comme nous pouvons l'apercevoir dans la fin du troisième opus. Mais en laissant cette porte rouge ouverte, au moment où elle découvre Dalton, eh bien elle laisse la possibilité au démon rouge qui la suivait à l'origine, eh bien de s'accrocher à une nouvelle personnalité, c'est-à-dire ici Dalton. Elle a laissé une véritable faille ouverte pour la famille des Lamberts. Et j'ai même fouillé plusieurs forums américains, notamment Reddit, pour savoir si cette théorie elle existait, et selon les fans, c'est bel et bien ce qui se passe. Donc c'est aussi à vous de choisir votre propre interprétation, et ça, ouais, c'est plutôt cool aussi. Et si on termine sur la fin de ce quatrième opus, eh bien évidemment Elise, elle réussit à se débarrasser de l'entité, et elle découvre que son papa, il n'était pas si méchant que cela. Il était seulement sous l'influence de l'entité. Donc en gros, cette entité des clés a buté la mère d'Elise, et a complètement saccagé l'esprit de son père. Franchement, c'est plutôt sympathique. Et cela clôture la saga Insidious, jusqu'au prochain opus qui arrive d'ici quelques jours, Insidious 5. Alors Insidious 5 semble bien mystérieux, et on espère tous que ce sera un très bon opus, car vraiment, je vais vous le dire aujourd'hui et du fond du cœur, la saga le mérite vraiment. Mais vraiment je vous le dis, j'adore profondément cet univers. Insidious, c'est absolument incroyable. Insidious 5 nous présentera une famille Lamberts qui a depuis beaucoup évolué. Dalton, il intègre une université d'art appliqué. Et il a un peu poussé à la salle, on va pas se mentir. Et au cas où vous vous demandiez, mais oui, mes frères et sœurs, c'est bel et bien le même acteur. Et tout l'enjeu du film sera de faire retrouver la mémoire à Dalton et Josh, qui ont été hypnotisés et qui ont complètement oublié l'existence du monde paranormal, et de tout ce qui implique leur capacité astrale. Et il y a aussi un vieux copain qui fait son retour. Vous savez, c'est lui, qui apparaît dans cette scène. Oh, je suis désolé, mais c'est trop tentant.
En tout cas, malgré ces petits moments de peur, j'espère que vous avez passé un super moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à mettre un j'aime et à faire tout ce qui est possible et inimaginable pour soutenir la chaîne et en faire la propagande. Vive les films d'horreur, vive les films étranges qu'on regarde à 3 h du matin quand tout le monde dort avec la bave en bouche. C'était Méromain, prenez soin de vous les amis, vraiment prenez soin de vous, et c'est sincère et ça vient du fond du cœur. Merci pour tout votre soutien et surtout votre gentillesse. C'était Méromain, je crois qu'il est temps de finir cette magnifique, en tout cas je l'espère, vidéo. Mouah, ciao bene les amis.